Louis Bujon, dont je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes professeur dans le service de médecine et de la reproduction. Je crois que vous avez un micro juste là. Il y a un micro juste en fait. Ah oui, d'accord, allez-y. Donc, professeur dans le service de médecine de la reproduction et du développement au SECOS depuis 30 ans, président de la Fédération française des SECOS. Et bien, puisqu'il est souvent question de biologie dans la filiation, sur le plan biologique, comment peut-on définir la filiation? Alors, j'avoue que la question m'a passablement perturbé. Je suis médecin, je suis biologiste en reproduction, je travaille dans un centre de médecine en reproduction, et quand on m'a posé la question comment définir la filiation biologique, j'avoue que ça m'a beaucoup perturbé. Ça m'a beaucoup perturbé parce que la filiation, c'est un lien de parenté. Et je me suis dit, en quoi la biologie vient intervenir dans le lien de parenté. Je suis un peu provocateur, mais je vais juste rappeler quelques notions qui nous paraissaient évidentes et qui changent. Et puis je vais essayer de vous montrer qu'on va, disons, avoir des techniques de procréation médicalisée ou d'assistance médicale de procréation qui bouleversent quelque part cette notion de filiation biologique, si tant est qu'il existe. Et j'en suis persuadé, mais pose beaucoup de questions. Alors juste un rappel, ça peut paraître très facile, un rappel juste sur la procréation, pour vous rappeler que la procréation, elle est sexuée dans l'espèce humaine, qu'il faut la rencontre de gamètes, et que ces gamètes donc, sont les spermatozoïdes et les oocytes. Donc on envoie l'image ici. Il y a une animation sonore. Voilà. On envoie l'image ici, c'est la rencontre des spermatozoïdes et de l'oocyte. Et puis ensuite, il va y avoir la formation du zygote, ce qu'on appelle l'ovule aussi, qui a deux polynucléi, un polynucléi qui vient du père, un polynucléi qui vient de la mère, du spermatozoïde ici. Et puis ensuite, pardon, j'ai perdu le fil. Et ensuite, donc, on va avoir le développement embryonnaire, et ensuite, l'embryon va s'attaquer dans le pénis. Alors, quand on peut parler de filiation, on va se poser la question de la procréation et hérédité. Alors, la procréation et hérédité, le lien entre hérédité et cellules, c'est un lien qui a été établi vers 1892 à peu près par un chercheur allemand qui a montré que le noyau des gamètes était important pour la transmission d'hérédité. Il parlait de transmission d'hérédité, de caractère hérédité. Donc, la reproduction dans l'espèce humaine est sexuée dans la plupart des espèces animales. Elle fait appel à la fabrication de cellules sexuelles. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un artefact. Les cellules sexuelles, c'est des cellules qui vont avoir 2 fois moins de chromosomes que les cellules du corps. Ce qu'on appelle, chez l'homme, il y a 46 chromosomes, et les cellules sexuelles auront 23 chromosomes. 23 chromosomes, et lors de la fabrication des cellules sexuelles, il y a une séparation aléatoire des chromosomes quand la cellule se divise. Lors de la méiose, cette méiose qui va donc réduire le nombre de chromosomes, il y a une séparation aléatoire, ça veut dire que c'est au bonheur la chance, pour faire simple. Et puis ensuite, lors de la méiose, c'est le matériel chromatinien, les chromatides vont se croiser, et donc il va y avoir des échanges entre chromosomes issus du père et de la mère. Il va y avoir des échanges, c'est ce qu'on appelle le brassage génétique. Alors ce brassage génétique, les possibilités, elles sont infinies de combinaison. Mais il faut ensuite, pour revenir au nombre de départ de chromosomes, il faut une fécondation. C'est-à-dire qu'il faut la réunion des deux gamètes. Et là aussi, lors de cette fécondation, il y a de nouveau un passage, une séparation aléatoire des chromosomes, ce qui fait qu'il y a 64 millions de possibilités. On multiplie le nombre de chromosomes par la séparation aléatoire. Donc vous voyez que 64 millions de possibilités plus des possibilités infinies avec le brassage génétique, ce qui veut dire en clair que chaque individu est unique. Alors, ça c'est un point de départ. Les enfants n'ont pas le patrimoine génétique identique aux parents. Ça se complique nettement. Ça se complique nettement. Parce que là, je vous ai parlé donc de l'ADN, et actuellement, depuis quelques années, depuis je pense une dizaine d'années,
on sait que vont intervenir ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est en fait des caractères héréditaires qui vont être transmis en dehors de la séquence courante de l'ADN. Par exemple, vous voyez ces souris qui ont la queue blanche, c'est un type particulier. La transmission de la queue blanche n'a rien à faire avec les séquences de l'ADN. Elle a à faire avec de l'ARN, là, elle n'a pas du tout à faire avec de l'ADN. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, pour reprendre une image d'un chercheur autrichien qui expliquait que l'ADN, le code génétique de l'ADN, c'était l'écriture d'un livre avec des caractères, et l'épigénétique qui est en plus de ça régulé par l'environnement, qui peut être modulé par l'environnement, c'est ce que va interpréter le lecteur du livre qu'il est en train de lire. Et donc, encore une fois, ce qui revient à dire qu'en fait, chaque individu est unique et différent des parents, et que le rôle de l'environnement joue dans ce facteur. Il joue très précisément, y compris au niveau embryonnaire, même au niveau embryonnaire 4C. Alors c'est pour ça que Albert Jacquard, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, disait que l'homme, chaque homme, tous les hommes étaient des mutants génétiques. Donc je crois que c'est une notion importante à avoir, parce que la filiation, c'est pas uniquement le code génétique ADN et leur transmission. Alors l'assistance médicale procréation, je vous ai dit, va un peu perturber tout ça, au moins la filiation, et juste j'ai mis 4 points. Je n'ai pas mis beaucoup, mais j'ai mis 4 points pour vous dire que l'assistance médicale procréation, ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer là au XXIe siècle. En 1776, Spallanzani, c'est un moine italien qui est un grand physiologiste qui faisait tout un tas d'expériences, il n'a pas travaillé que sur la reproduction. Il a montré que la semence du crapaud était importante pour avoir donc une descendance. Donc il montre ça. Et vous voyez que de suite après, la première insémination d'espèces humaines. En 1790, et en 1884, la première insémination avec sperme-donneur. Donc vous voyez, c'est pas de hier, c'est pas du XXe siècle, c'est antérieur. Et ce qui a changé avec les choses également, c'est les capacités de congélation qui ont été mises au point. Je ne refais pas tout l'historique de l'AMP, on n'a pas le temps. Alors, ce qu'a introduit l'AMP, c'est quand même des choses qui sont importantes. C'est une dissociation entre la procréation et la sexualité. Ça, c'est un premier point qu'on va discuter. Le deuxième point, c'est une dissociation dans le temps. On peut conserver les gamètes ou les embryons, et il n'y a pas de durée de conservation, il n'y a pas de date de péremption. Quand on conserve, on peut avoir une procréation 28 ans après conservation de spermatozoïdes, par exemple. Ça, par exemple, ça pose un problème également sur on a dit un mot sur l'insémination ou le transfert d'embryon post-mortem. Et peut-on être enfant d'un père qui est décédé? Si le père est à ce moment-là, quelle est la place de vie? L'interrogation sur la composante biologique, bien sûr, elle est liée avec le paramètre, et puis les dernières techniques. Alors, je vais vous dire un petit mot sur les dernières techniques. Les dernières techniques qui vont quand même bouleverser un peu le schéma qu'on a vu jusqu'à présent, et notamment les transferts nucléaires et ce que j'appellerais la néogamétogenèse, je vais y revenir. Transfert nucléaire, c'est en fait autorisé en Grande-Bretagne depuis très peu, c'est il y a quelques mois. De quoi s'agit-il? Il s'agit de couple de femmes qui ont une pathologie mitochondrale. La pathologie mitochondrale, c'est la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule, et quand les mitochondries sont anormales, ça peut donc entraîner des conséquences pour les enfants avec des affections extrêmement sévères, extrêmement redoutables. Et donc, ce qui est proposé là par le transfert nucléaire, c'est simplement, vous allez suivre facilement, les mitochondries, c'est des organismes cellulaires qui sont répartis dans la cellule, qui sont ici en rouge parce que ce sont des mitochondries anormales, donc c'est un couple qui vient, la dame a des mitochondries anormales, les mitochondries se transmettent par la mère, a des mitochondries anormales, et donc on va procéder soit
à l'exclusion du fuseau chromosomique avec les chromosomes, qu'on va les implanter dans un site de donneuse qui a des mitochondries normales, et ainsi, ensuite on fait féconder et on a un embryon qui n'aura pas de pathologie mitochondriale. On peut procéder autrement. Là, on procède au stade zygote, c'est-à-dire qu'il y a eu fécondation au départ. On enlève les deux noyaux du zygote, on va les mettre dans un zygote. Donc ici, il y aura eu une fécondation, un zygote normal, et qu'il y aura eu fécondation, et on va donc avoir des mitochondries qui sont saines, et on se sera débarrassé des mitochondries anormales. Au final, l'embryon va posséder un ADN paternel, un ADN maternel, plus un ADN mitochondrial, puisque les mitochondries ont de l'ADN. Donc là, on peut se dire, on n'est plus dans le schéma héréditaire classique, on est dans autre chose, on ne sait pas les relations entre, on ne sait pas ce que c'est une relation entre ADN mitochondrial et ADN nucléaire, et puis là, bien sûr, ce n'est réservé que dans le cas de pathologie mitochondriale, c'est une maladie d'extrême gravité. Donc on a un effet compétentiel bénéfique. Mais on pourrait très très bien penser que ces techniques-là puissent être utilisées dans la mesure où on a un ADN paternel, on a un ADN maternel, donc du noyau maternel, et on pourrait se dire, peut-être que ça a été évoqué par le Goss, on pourrait se dire peut-être que dans un couple de même sexe, la deuxième partenaire pourrait donner ses mitochondries, ça aurait de l'ADN de tout le monde dans le même type. Donc c'est une hypothèse qui a été avancée, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. La néogamétogénèse, on va compliquer un peu les choses, Alors, en fait, c'est la création de gamètes, donc à partir de cellules souches embryonnaires, ou soit pluripotentes, et on va voir le schéma. Alors, la gamétogénèse des niveaux, elle va se faire à partir de l'embryon, elle va donner des cellules primordiales et qui vont coloniser soit l'ovaire, soit le testicule, et donc on va avoir des gamètes. Dans ce cadre-là, de la gamétogénèse, on pourrait partir de cellules prélevées sur l'embryon, de cellules souches prélevées sur l'embryon, mises en culture, et on va les transformer, on va donc, avec les facteurs de croissance et surtout une manipulation génétique, on va les transformer pour donner des spermatozoïdes ou des ovocytes. Mais on peut faire le plus fort, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre une cellule de la peau, donc dériver cette cellule de la peau en cellules pluripotentes, donc on prend des cellules de la peau, on manipule le milieu et les cellules pour qu'elles deviennent pluripotentes, et à ce moment-là, on pourrait faire des spermatozoïdes ou des ovocytes. Donc je vous laisse imaginer toutes les combinaisons possibles inimaginables de reproduction dans les 30 ou 20 prochaines années. Ceci a été fait chez l'animal, ça donne des petites. C'est pas très performant comme méthode, il y a encore beaucoup de risques à faire ces méthodes-là, mais disons que dans le futur, c'est quelque chose qui pourra se développer. Alors bien sûr, ça a un intérêt, c'est de traiter les gens qui ne peuvent pas, de permettre aux personnes qui n'ont pas de gamètes de procréer à partir de leurs cellules, mais après vous pouvez imaginer tout le montage pour convenance personnelle, c'est un grand mot à la mode, donc je l'ai mis également ici. Donc ceci, juste pour vous dire, en fait, combien la technologie progresse, avec bien sûr des idées relativement, de traiter un certain nombre de pathologies, mais combien le progrès de la technologie peut être source de dérives qu'on ose à peine imaginer actuellement, mais qui peuvent être très présentes. Alors, je reviens à la question qui m'était posée, est-ce qu'il existe une filiation biologique? Alors, moi j'ai envie de dire quand même que la filiation, il me semble que c'est la parenté, et ça existait bien avant la biologie. La filiation, elle existe bien avant la biologie, bien avant la connaissance des gamètes, bien avant la connaissance des liens entre hérédité et noyau cellulaire. Est-ce que la filiation biologique existe en soi? L'expérience montre, et
l'expérience clinique montre que, en fait, elle n'existe pas en soi. On peut très bien être dans la filiation biologique, mais ne pas avoir de parents, et l'inverse, avoir des parents sans filiation biologique. Donc ça montre la complexité de la transmission. Et je dirais un petit mot sur la sacralisation de la génétique, la sacralisation dans notre société du gène. Alors, le professeur Georges David, qui était le fondateur de SECOS, avait envoyé un mot qui m'est assez plu. Ce n'était pas la rock aptitude, mais c'était la génétique. Pour exprimer ça, en fait, qu'est-ce qu'on cherche derrière le gène à tout prix et qui est actuellement. Je vais passer, on discutera peut-être sur ces points-là tout à l'heure, mais il y a une vraie question de sacralisation du gène dans notre société. Alors, est-ce que c'est à mettre en rapport avec l'individualisme, la perte du lien social? Je le sais, je crois que c'est un peu. Et donc, les points d'interrogation, c'est le futur. Alors, étant clinicien et travaillant dans un centre clinique, je ne vais pas raconter un cas clinique, mais je vais vous montrer quelque chose. C'est un couple qui, on travaille beaucoup sur la filiation dans notre métier, parce qu'on travaille au moins sur la filiation, je ne sais pas si on travaille sur la filiation, mais on travaille sur le rôle des parents, et sur l'image paternelle, notamment le rôle de la place du père, et sur ce qu'on travaille avec le méthode de l'humeur, sur comment on va se construire tout ça. Et je vais vous montrer, je reçois un couple qui a eu il y a 3 ans, 3-4 ans, un enfant, donc le monsieur est stérile, et donc ils ont eu un enfant grâce à des gamètes spermiques de l'humeur. Et ils reviennent 3 ans après, ils reviennent 3 ans ou 4 ans après pour avoir un deuxième enfant. Donc je vais vous montrer ce qui me présente et ce qu'on fait. Ça s'appelle l'histoire d'une petite fleur. Donc c'est les parents qui ont fait eux-mêmes. Nous on a des livres qui peuvent expliquer l'histoire des enfants, comment nos parents, etc. Et eux l'ont fait. C'est leur création. Donc je vous le montre parce que je pense que certes on peut commencer à parler de la filiation et de la filiation biologique, mais je pense que le petit livre est un peu plus instructif que ça. Alors il était une fois un papa fleur et une maman fleur qui avaient tout un champ de petits bébés fleurs. Ils étaient très heureux et très fiers de leur petit. Un jour, papa fleur se demanda ce qu'il pouvait faire pour aider papa et maman fleur qui ne peuvent avoir de bébé fleur. Le soir, avant que le soleil ne se couche et qu'il s'endorme aux côtés de maman fleur, papa fleur décida de lui en parler. Maman fleur lui expliqua qu'ils pouvaient tous les deux donner leurs petites graines au vent et qu'ils se chargeraient de les amener jusqu'à la plaine des abeilles. Mais les petites graines seraient distribuées aux parents fleurs qui ne peuvent pas avoir de bébé fleur. Ils décidèrent alors de confier quelques graines au vent lors de son prochain souffle. Quand le vent souffla, papa et maman fleur libérèrent leurs petites graines. Les petites graines, après un long voyage, arrivent à la plaine aux abeilles. Les abeilles les amènent avant de les distribuer au papa et maman fleur qui n'ont pas la chance d'avoir de petites graines. Au milieu de ce beau champ de fleurs, ton papa et ta maman reçoivent une jolie petite graine qu'ils ont laissé mûrir pendant plusieurs mois avant d'avoir la joie de te donner naissance. Donc c'est là, je pense que ça illustre la filiation, et je pense que, si vous voulez, ça illustre la construction de la filiation, et c'est, à mon avis, c'est un peu plus informatif, et je dirais pertinent que la filiation biologique. Moi, ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Bujon, pour une présentation très intéressante.